Alors nous allons reprendre avec la dernière table ronde. L'intelligence artificielle au service des commissaires-priseurs. J'appelle pour cette table ronde Romain Chaumet, qui est directeur général et cofondateur de Allmates.ai, Antoine de Rochefort, le directeur général délégué Drouot Digital, Frédéric Lapeyre, président du directoire d'Interenchères, et Grégoire Vert, ou Verès, je ne sais pas, est-ce qu'on dit Vert ? Vert, pardonnez-moi, qui est commissaire-priseur et fondateur de Start. Merci beaucoup. Savez-vous où est le petit télécommande pour les slides, s'il vous plaît? Qui est parti avec? À la télécommande. Rendez la télécommande. Ça n'a pas été utilisé à sa table ronde, Nathalie. Chloé, est-ce que tu as la télécommande, s'il te plaît? La télécommande. Ah, ça fait bien. Vous avez vu, c'est très haute technologie. Hein. T'as la télécommande? Ah, c'est Marine. Alors, cette petite vidéo qui nous a été envoyée par une entreprise qui commercialise ce genre d'animation, j'ai voulu la mettre en introduction pour vous montrer ce qu'on peut faire avec l'IA. Alors, on pouvait déjà faire ça avant, mais maintenant, on peut le faire en 10 secondes. Et ça ouvre des perspectives incroyables dans tous les domaines, en fait. Et donc, nous avons voulu faire cette table ronde pour vous présenter ce que l'IA peut apporter aux maisons de vente, aux commissaires-priseurs, avec un format un peu d'entonnoir, c'est-à-dire que j'ai convié Romain Chaumet qui va vous présenter de manière générale ce qu'on peut faire et à quoi peut servir l'IA dans toutes les entreprises. Puis Antoine de Rochefort de Drouot Digital va vous présenter ce qu'il envisage de faire comme intégration IA dans les services que propose Drouot Digital. Et il en sera de même pour Frédéric Lapeyre avec Interenchères. Là, il y aura deux volets, le volet plateforme Interenchères et le volet aussi logiciel métier. Comment et à quoi peut servir l'IA dans les logiciels métiers. Et enfin, nous terminerons
par la présentation d'un service d'un jeune confrère qui a créé une société qui s'appelle Start et qui a créé une application pour vous aider à faire des inventaires assistés par IA. Donc je passe la parole tout de suite à Romain Chaumet. Ça fonctionne. Bon, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous pour faire cette intro. Je vais être certainement le plus généraliste, mais mon objectif, c'est essayer de vous ouvrir un petit peu les horizons et vous aider surtout à réfléchir. Je ne pourrais malheureusement pas vous dire tout ce qu'on peut faire avec l'IA en entreprise, c'est trop vaste, mais je vais essayer quand même de vous donner des clés de lecture pour savoir comment vous allez pouvoir l'intégrer en fait dans vos activités. Donc c'est déjà la 4e révolution numérique. Donc vous avez déjà traversé les 3 premières. Et aujourd'hui, vous avez suffisamment de clairvoyance pour comprendre que vous n'échapperez pas non plus à celle-là. Donc c'est un mur inévitable. Il ne faut pas le voir justement comme un obstacle, mais comme une nouvelle opportunité. Vos métiers ont changé, ont été transformés plusieurs fois à travers ces différentes révolutions. Et c'en est une nouvelle, et à vous d'inventer comment on va pouvoir en fait l'utiliser. Ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir peut-être une idée des bénéfices. On parle beaucoup de productivité avec l'IA, ou de créativité, c'est les deux mots-clés en fait qu'on entend, mais je voudrais vous élargir un petit peu plus. L'IA, c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup en fait d'avantages en termes notamment de collaboration. En termes de décision, on a vu comment, par exemple, on le verra, l'IA peut aider à mieux évaluer, mieux comprendre, en fait, une situation, un objectif. C'est aussi un moyen de faire mieux. De faire mieux, ça peut être plus beau, ça peut être plus professionnel, et pas seulement plus rapide. N'oublions pas que, voilà, on doit garder, vous en avez le sens, la qualité et dans ce qu'on produit. On va aussi parler aussi d'agilité. Vous avez des équipes qui sont souvent en fait pas assez nombreuses. Tout le monde rêve de pouvoir recruter, j'imagine, et c'est pas toujours possible. Et on va voir comment l'IA apporte souvent ces ressources qui nous manquent. Et on va essayer. Je vais creuser ce sujet pour comprendre comment vos équipes, vos organisations peuvent être un petit peu recomposées. Et puis enfin, faut pas oublier que l'IA est un très beau vecteur pour partager la connaissance. Et cette connaissance, elle est dans chacun d'entre vous. Et on va pouvoir en fait la partager avec l'IA qui va elle-même pouvoir la repartager, notamment dans les entreprises. Et c'est aussi une technologie qui va vous aider à mieux fonctionner, notamment si vous mettez des règles du jeu, des processus métiers. Les IA sont excellentes pour appliquer en fait ces processus. Néanmoins, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a une course qui vient d'être lancée. Cette course, c'est peut-être la course la plus rapide que j'ai eu à pratiquer dans mon métier d'entrepreneur dans la tech. Je vous ai parlé des 3 premières révolutions. Celle-ci va peut-être 10 fois plus vite que les autres. Et c'est que le début. C'est-à-dire déjà en 3 ans, on a passé énormément d'étapes. Et tous les jours, il y a des nouvelles annonces. Ça donne le vertige. 2 réactions possibles. On attend que la tempête passe, ou on s'y intéresse dès maintenant et on fait cet effort au quotidien. Attendre que la tempête passe, c'est peut-être attendre qu'on soit mis de côté. Et tous ceux qui n'arriveront pas à rentrer en fait dans cette course risquent d'être complètement dépassés et ne plus suivre en fait le rythme de leur activité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, l'IA est passée de la conversation à un système autonome qui peut prendre des décisions, qui peut agir pour vous, qui peut exécuter des processus. C'est des exemples qu'on va voir ici aujourd'hui, mais ne sous-estimez pas les capacités de l'IA. C'est la grave erreur qu'on pourrait faire en fait sur cette technologie. Alors, le mot-clé, peut-être c'est la seule phrase que je vous demanderai de garder, et elle est d'autant plus facilement pas de moi, donc vous pouvez le faire, c'est d'essayer en fait de passer d'un mode de voir l'IA comme un outil à un IA comme un partenaire. Toutes les personnes qui continuent à voir l'IA comme un outil risquent de limiter en fait son adoption et de ne pas bien l'intégrer, bien l'adopter. Si vous voyez l'IA comme un nouveau partenaire, et nous chez AllMates on pousse ça comme un collaborateur, vous allez commencer à apprendre à travailler avec. Et le fait de travailler avec va éliminer plein de problèmes, comme est-ce que je vais être remplacé par l'IA? Non, si vous travaillez avec, vous ne serez pas remplacé. Quand vous faites équipe, vous n'êtes pas généralement remplacé par votre coéquipier. Vous faites équipe pour faire mieux, plus vite, plus loin peut-être. Mais ce mode de travailler avec libère l'usage qu'on peut en faire. Et nous, on allait beaucoup plus loin. On pense que l'IA, il faut le voir comme un nouveau collaborateur.
on a l'habitude de dire chez AllMates que nous sommes 200, dont 15 humains. C'est vraiment comme ça qu'on vit aujourd'hui en fait ces équipes, et toutes les entreprises avec qui on travaille, on réfléchit à toutes les personnes dont ils ont besoin et qui ne peuvent pas recruter pour plein de raisons, et qu'on va leur apporter. Alors c'est sûr qu'on aurait aimé leur apporter sous forme incarnée par un collaborateur organique. C'est des mots qui font un peu peur, mais en tout cas par un humain. Mais aujourd'hui, on peut apporter une partie de la réponse avec une intelligence artificielle incarnée sous la forme donc de ces AI coworkers. Et donc en fait, je vous propose juste de repenser vos métiers, vos équipes, vos entreprises, vos études, vos maisons, en imaginant les compléter. Les compléter par ces nouveaux collaborateurs qui ont le bon goût d'être très peu chers, très intelligents, très disponibles et très malléables, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se soumettre à peu près toutes vos demandes. Et c'est ça, c'est tout l'intérêt en fait de cette technologie-là, c'est qu'elle est élastique, pâte à modeler, et elle s'adapte en fait à n'importe quel métier, le vôtre comme tous ceux qu'on a pu en fait, j'ai pu accompagner jusqu'à présent. Et ce qui va être important, c'est de ne pas imaginer, pas voir l'IA comme cette intelligence unique, globale, en fait, qui pourrait tout faire chez vous, mais vous allez au contraire la découper en petits collaborateurs qui vont être spécialisés dans des tâches. C'est comme ça que l'IA fonctionne le mieux. C'est la théorie des rôles. C'est comme voilà, Jean-Paul Sartre qui explique que quand on donne à quelqu'un un tablier, qu'on lui dit qu'il est garçon de café, il se met à se comporter comme un garçon de café. Les IA font exactement la même chose. Si vous leur donnez un rôle, si vous leur dites chez qui elles travaillent, pour qui elles travaillent, avec qui elles travaillent, sur quel projet elles travaillent, elles vont en fait mobiliser toute leur intelligence sur ce sujet. Et elles vont éviter de se disperser. Et donc on est tout à fait capable de créer des IA juste en leur donnant ce qu'on appelle des instructions. On peut appeler ça aussi une fiche de poste, en leur disant tu es en fait spécialiste pour l'évaluation de l'art antique de telle période à telle période. Et leur immense base de connaissances va être concentrée sur cette thématique-là. Et elles vont suivre en fait l'objectif qu'on vous l'avait donné. Donc mobiliser l'IA sous la forme d'un collaborateur spécialisé. Et surtout ne voyez pas l'IA comme un ChatGPT ou un copilote qui pourrait tout faire sans spécialisation. Ça sera décevant et souvent en fait inefficace. Alors je vais terminer en fait par ces idées de comment ces organisations vous pouvez les recomposer. Et finalement, il y a différents patterns. En gros, il y en a 5. Premièrement, en fait, c'est le pattern de l'équipe, de la personne qui était seule, qui travaillait seule, qui va enfin pouvoir travailler en équipe. On va lui donner finalement les moyens, en fait, de réfléchir à plusieurs, de se distribuer les rôles, les tâches. Et on a à la fin, en fait, un collaborateur qui bénéficie, en fait, de l'effet équipe. Et travailler en équipe, c'est souvent là où on crée beaucoup de valeur, en fait, dans les entreprises, sans forcément avoir des collaborateurs incarnés, enfin des collaborateurs humains. Donc du solo à l'équipe complète. Autre pattern, c'est l'équipe à qui il manque des compétences. Vous savez faire beaucoup de choses en fait dans cette équipe-là, mais il faudrait un juriste, un créatif pour le marketing ou un support client, peu importe en fait les besoins dont vous avez pour renforcer votre équipe. Et là, on va créer l'IA qui va venir boucher les trous pour avoir l'équipe parfaite. Et ça vous évite en fait d'être, je dirais, le mouton à 5 pattes. On vient aujourd'hui spécialiser ces IA. Ça marche très bien, notamment dans les ressources humaines, dans les juridiques. Je vous donne 2 exemples en fait où les IA viennent compléter des équipes qui parfois manquent de ces compétences. Ça peut être aussi coder, la création visuelle comme on vient de le voir. Vous avez aussi parfois des équipes qui savent tout faire, mais qui sont en surcharge, c'est-à-dire qu'elles sont des vrais goulots d'étranglement dans votre entreprise. Et là, les IA, on va les permettre de les dupliquer. C'est-à-dire qu'on va prendre les mêmes compétences, sauf qu'on va pouvoir dupliquer l'équipe avec une IA. Vous connaissez tous ce collaborateur indispensable qui, quand il est en vacances ou malade, plus rien n'avance. On va ici pouvoir en fait l'aider à transférer une partie de sa connaissance et d'exécuter ce processus alors même qu'il ne sera pas là. Donc la scalabilité, la croissance est possible en fait avec ces IA. Autre élément très intéressant, j'ai l'habitude de dire que les IA sont aussi des proxys d'humanité. Quand on a des équipes qui ont du mal à se parler, un spécialiste de l'art peut-être avec un commercial, ils n'ont peut-être pas toujours en fait les mêmes langages. Et les IA sont capables de traduire en fait
leurs univers, leur culture. Et ça aide en fait, on ajoute des IA qui sont des sortes d'intermédiaires entre des équipes ou des individus qui ne parlent pas le même langage. Vous et un client, par exemple, vous pourriez mettre une IA qui va expliquer en quoi cette œuvre ou ce bien est particulier. Vous savez pourquoi il l'est, mais vous n'avez pas forcément la bonne manière de le dire. Dernier pattern, c'est l'équipe perpétuelle. C'est cette possibilité, en fait, de transférer une partie de ses connaissances à des IA, comme je le disais, un savoir-faire qui va pouvoir rester, en fait, dans vos entreprises, alors même que les personnes, en fait, peuvent changer ou peuvent partir du congé mat, je veux dire, jusqu'à la retraite. Et les IA vont devenir, en fait, un asset de savoir qui va ne jamais vous quitter, parce que le bon goût des IA, c'est qu'elles ne démissionnent pas, et elles ne demandent pas d'augmentation non plus. Donc elles ont certaines qualités qui peuvent stabiliser en fait des équipes et des organisations. Donc voilà, le message c'était celui-ci. C'est mon message, c'est les IA, voyez-les comme des collaborateurs, une nouvelle forme d'intelligence, de ressources que vous allez pouvoir mettre dans vos entreprises, qui sont toutes sous tension évidemment. Elles ne sont pas là pour remplacer les gens, elles sont là pour renforcer les équipes. Et ça change beaucoup de choses. Selon différents modes possibles, généralement on les combine d'ailleurs, et avec ça vous allez être capable en fait de retrouver des chemins peut-être certainement de croissance, de rentabilité, d'efficacité. On peut revenir sur ces critères économiques, mais j'aimerais aussi souligner à quel point l'IA peut être un facteur de bien-être au travail, de satisfaction dans l'accomplissement en fait, des tâches qu'on réalise, dans le fait de réduire la charge mentale, voire certains burn-out. Ce sont des assistants qui sont là peut-être pour nous aider à devenir nous peut-être plus humains, et arrêter de travailler comme des machines maintenant qu'on a ces nouvelles formes d'intelligence. Donc voilà ce que je voulais faire comme introduction, et si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à aller voir effectivement AllMates, vous pourrez toujours avoir une plateforme d'évaluation pour comprendre en fait et essayer de voir comment vous pourriez créer tous les collaborateurs qui vous manquent dans votre entreprise. Merci. Merci Romain. Si vous n'avez rien compris, vous pourrez poser des questions à la fin. Alors maintenant, je passe la parole à Antoine de Rochefort, qui va être plus concret et pragmatique avec nos outils. Prenez le mien, Antoine. Oui, alors je suis un petit peu en désaccord avec Romain sur un point, c'est la dénomination outils. Je vais vous faire un rapide exposé sur les cas d'usage de l'IA appliqués à vos métiers. Et je distingue 3 types de cas d'usage, et dont certains sont clairement des outils, de mon point de vue en tout cas. Pour le premier cas d'usage, en fait, c'est des cas d'usage en fait qui nous ont un peu précédé, qui ont un peu précédé la question chez nous à Drouot, puisque on est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans s'en rendre compte. On utilisait indirectement de l'IA parce que un certain nombre de nos fournisseurs étaient eux-mêmes motorisés en IA. Donc ce sont des fonctions que vous connaissez bien, c'est la vérification d'identité, c'est la vérification de pièces d'identité, c'est la traduction automatique. C'est aussi le chatbot sur le site qui répond à la moitié des questions. Seulement dans un cas sur 2, on escalade sur un humain. C'est probablement améliorable d'ailleurs. Et aussi, c'est pas anodin parce que c'est un sujet d'expérience pour les enchérisseurs à travers le système de cotation instantanée de The Packager qui a fait un travail remarquable en IA. Il s'était fixé pour objectif, à partir d'une fiche de lot, même incomplète, même avec une photo pas géniale, d'inférer la taille de l'objet, son poids, sa fragilité, etc. pour pouvoir coter. Et ça, c'est un très joli travail, et c'est une démarche qui vise vraiment à changer l'expérience. Nos internautes maintenant sont habitués à d'autres choses sur Internet. Vendre en digital, eh bien les gens attendent une expérience Amazon. Donc l'expérience digitale, c'est une expérience Amazon. L'expérience Amazon, en réalité, c'est une expérience de livraison. Vous l'avez tous expérimenté.
Et donc ça, c'est des cas que je qualifierais d'industriels. Il s'agit de produire à faible coût, à grande échelle, des prestations qui auraient pu être faites par des humains, typiquement la traduction. On traduit 3 millions, les descriptions de 3 millions de lots par an en 5 langues pour vos catalogues. Personne ne peut réaliser cette tâche. Ça se compare un petit peu de ce point de vue à la révolution industrielle du 19e siècle, où on avait des tâches répétitives humaines qui ont été remplacées par des machines, qui étaient des tâches répétitives physiques. Et maintenant, on a, dans les cas que j'ai présentés, des tâches répétitives intellectuelles, au sens qui ne nécessitent pas d'effort physique, qui sont remplacées par de l'IA. On a rapidement eu besoin nous-mêmes de faire de la catégorisation automatique, ce qui est un peu une mise en jambe en matière d'intelligence artificielle. Mais la principale difficulté qu'on a rencontrée après, c'est quand même de recruter les bonnes personnes. Plus que véritablement des problèmes techniques, c'est de trouver des gens qui nous permettaient de réaliser nos ambitions. Et ça va être le deuxième type de cas d'usage dont je vais parler. On a eu pour la petite histoire, on a eu une jeune centralienne qui nous avait rejoint et elle a commencé par cramer un ordinateur en faisant tourner ses modèles. Donc, vous voyez, rien n'est simple. La deuxième catégorie de cas d'usage, c'est ceux que je qualifierais. Alors, le premier type, c'est les applications industrielles, on va dire. Le deuxième type, c'est les nouveaux cas d'usage, les cas d'usage émergents à la faveur de cette technologie, de l'intelligence artificielle. Il y a un truc qui a changé l'expérience pour vos acheteurs et qui la change aussi pour vous, c'est Google Lens. Vous l'avez tous dans la poche. On photographie un objet, c'est fantastique, on sait ce que c'est. Et donc, ça, c'est un nouveau cas d'usage. Ça n'existait pas avant. Et pour nous, l'équation sur la plateforme, c'était qu'on a 600 000 personnes, on a 3 millions de lots, il faut que ça matche. Et notre métier, c'est de se faire rencontrer des lots et des gens. Et il faut maximiser le nombre de matchs. Et non seulement de maximiser en nombre, mais de maximiser en performance. Parce que plus un match est performant, plus la personne est intentionniste dans son achat. Et donc aura des enchères supérieures. Donc l'enjeu, c'est pas juste de proposer des lots à des gens. Il faut leur amener des lots pertinents pour eux. Alors on s'est dit, on a développé donc un moteur de recommandation qui a nécessité beaucoup de fine-tuning et de recherche, qui est actif sur la page d'accueil du site et sur la page d'accueil de l'app. Et également, donc ça, la recommandation, c'est pour amener le lot à l'enchérisseur, et en sens inverse, pour amener l'enchérisseur au lot, on a une petite fonctionnalité sur le site qui est une fonctionnalité de lot similaire. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer à l'enchérisseur toujours le lot le plus pertinent pour lui. Donc tout ça est en production depuis notre nouveau site en avril. Ce type d'outils de recommandation, en fait, on le trouve dans le marché. Il y a des sociétés qui viennent nous les vendre. On aurait pu gagner énormément de temps en achetant ces offres. On a été démarché il y a longtemps par une société israélienne, plus récemment par une société estonienne, qui propose des moteurs de recommandation assez intéressants. Et la raison pour laquelle on s'en est privé, et on vous en a privé, c'est qu'il fallait partager les données. Et pour nous, c'était impensable qu'on puisse accéder à vos données et aux données de nos enchérisseurs. Et ça nous a obligés à fabriquer la solution en interne. On ne pouvait pas l'acheter. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de cas d'usage, ceux qui sont vraiment émergents. Et puis la troisième catégorie, c'est ce que j'appellerais l'augmentation. L'augmentation, c'est, je ne sais pas, pour essayer de prendre une image simple, à l'époque de l'homme des cavernes, vous avez un type qui sort de la caverne avec ses deux mains, il doit ramener le déjeuner, c'est un chasseur. Puis un jour, il invente la sagaie. Et la sagaie en fait un chasseur augmenté. Il n'est pas moins un chasseur, il n'est pas moins acteur de la chasse. Il y a toujours besoin de la compétence du chasseur parce qu'il sait où trouver la bête. Mais c'est un chasseur augmenté. Et en étant un chasseur augmenté, il fait la différence avec les autres chasseurs. Et maintenant, on commence à avoir des outils, et je pense qu'on va en parler prochainement, qui sont des outils qui vont faire de vous des commissaires-priseurs augmentés. Mais il peut y avoir des experts augmentés, etc. C'est-à-dire que ce sont des outils qui vont vous permettre de faire plus rapidement des inventaires,
de faire plus efficacement des prisées, de répondre plus rapidement à des demandes d'estimation en ligne. Et il y a un cas qui m'intéresse, qui m'a beaucoup intéressé, c'est le cas des experts augmentés. Vous avez peut-être, la plupart d'entre vous, vu le documentaire sur Arte qui met en valeur Art Recognition. Donc Art Recognition, c'est cette société suisse qui propose, en soumettant une photo à une IA, de vous dire si l'œuvre est du maître ou n'est pas du maître. Ils ne sont pas les seuls à travailler là-dessus. Il y a des travaux intéressants publiés par des universitaires en Angleterre, à l'université de Bristol. Ils ont publié ça dans publié un papier dans une publication de Nature qui s'appelle Heritage Science. Et donc on a plusieurs équipes qui travaillent sur ce sujet. Et la question qu'on se pose tous et que je me suis posée, c'est mais comment ça peut marcher? Et alors, franchement, où vont-ils avec ce truc-là? Ça n'a aucun sens. Et donc ce que j'ai envie de vous raconter, si je peux prendre 2 minutes de plus, c'est comment ils font. Et vous allez comprendre à quel point l'expertise reste indispensable pour développer un modèle, pour l'utiliser et plus généralement, vous allez comprendre que la personne qui crée le modèle crée un biais sur le modèle. Donc, comment font ces équipes? D'abord, elles identifient des éléments à caractériser dans une peinture. Alors, ça va être le coup de pinceau. Est-ce qu'il est long, court, droitier, gaucher? Est-ce qu'il y a des traces de doigts? Est-ce que le coup est épais ou appuyé? Enfin. Et donc, pour ça, ils ont besoin de photos avec une très haute résolution. On va parler de l'apprentissage après. Donc, ils choisissent d'abord le coup de pinceau. Ensuite, ils vont choisir la palette chromatique parce qu'elle peut être caractéristique d'un peintre, de certains pigments, d'une certaine époque. Ensuite, par exemple, ils vont regarder les éléments stéréotypiques, comment on fait les yeux, comment on fait les mains. Et ça peut être infini, cette liste. Enfin, infini, non, mais cette liste va dépendre de celui qui va piloter l'apprentissage de l'IA. Ça peut être les craquelures, ça peut être les châssis, ça peut être le tissage des toiles, etc. Ça peut être aussi de la bibliographie, bien sûr. Et une fois qu'ils ont choisi les sujets d'apprentissage, il faut cette fois-ci réunir ce qu'on appelle un dataset, c'est-à-dire un ensemble documentaire suffisant pour que l'IA apprenne. Donc typiquement, pour l'histoire de l'écriture du peintre, il faut obtenir de nombreuses photographies de très haute résolution et surtout, il faut être capable, faut pouvoir les détecter en tant qu'œuvre du maître, œuvre de l'atelier, copie du maître et tableau pas du maître. Et il faut toutes ces catégories-là, parce qu'il ne suffit pas de montrer des œuvres du maître, il faut aussi montrer des œuvres qui pourraient en être, mais qui n'en sont pas. Et là, on voit aussi qu'il y a un sujet d'expertise, parce que vous pouvez très bien avoir une opinion, vous, sur un tableau qui est exposé dans un musée, qui est généralement, en effet, il n'y a pas de problème d'attribution, tout le monde est certain qu'il est bien du maître, mais vous avez un doute. Dans ce cas-là, vous ne le mettez pas dans votre jeu d'apprentissage, évidemment. Donc votre jeu d'apprentissage va ressembler à votre œil. Et ça, c'est vrai pour, là je parlais des tableaux, mais on peut faire ça avec, bien sûr, d'autres spécialités. Et donc la difficulté, on le voit bien, c'est pas juste de prendre une IA, parce qu'une IA, au départ, elle est vide. Une IA, c'est des points et des coefficients qui les relient entre eux, et au départ, c'est 0. La vraie difficulté, c'est de fabriquer le dataset. Et ça, c'est pas un informaticien qui le fait, c'est vous. C'est les experts. Et une fois qu'on a appris tous ces trucs à l'IA, on se rend compte qu'une IA, elle peut avoir une opinion sur une partie d'un tableau où il n'y a rien à voir. Alors probablement, elle ne donnera pas un niveau de certitude élevé si c'est sur l'attribution au maître, mais en revanche, sur la non-attribution, il peut être radical. Il dit non, non, ça, c'est pas possible. Et alors, j'ai envie de m'arrêter un instant sur juste un dernier exemple sur ce qu'a fait l'équipe de Bristol. Ils ont pris un tableau du Prado
C'est la Vierge à la rose, donc c'est un tableau de Raphaël. Je ne sais pas si vous le visualisez, il y a la Vierge avec Jésus, Saint Jean-Baptiste, et puis derrière, il y a Saint Joseph. Et donc ils ont fait un apprentissage de leur IA sur Raphaël, sur plusieurs des critères que j'ai énoncés, et ils sont tombés sur une note complètement indécise. Or, le tableau, il est de Raphaël. Et là, ça posait des questions, parce que ils avaient fait tout ce travail et ça ne marchait pas. Et ils ont décidé de regarder le tableau morceau par morceau. Imaginez un quadrillage, on quadrille, ça fait des petits pavés. Et ils ont regardé la probabilité que chaque pavé soit du maître. Et là, ils ont vu quelque chose de très amusant. Ils ont vu que l'essentiel du tableau était incontestablement du maître, et il y avait une partie qui ne pouvait pas l'être, selon l'IA. Et en effet, cette partie, on pouvait le comprendre en tout cas. Après, ça reste une piste maintenant pour l'expert pour aller plus loin et pour essayer de comprendre cette indication qui lui est donnée par l'IA. Eh bien, c'était Saint Joseph. Donc, selon toute probabilité, en tout cas selon les probabilités de l'IA, ce Saint Joseph, il est juste d'une autre main. Pourquoi ? Comment ? À quelle époque ? Ça, c'est là où continue le travail de l'expert. Et donc, ce biais qui dépend de celui qui a... Je reviens une seconde sur l'idée que la manière de nourrir l'IA va refléter la manière d'analyser de l'expert, fait que s'il y a aujourd'hui des querelles d'experts sur un tableau, l'IA ne résoudra rien, puisqu'il y aura des querelles d'IA, en réalité. Voilà. Merci. Merci Antoine. Eh bien, je passe la parole à Frédéric Lapeyre. Est-ce que ça marche ? Oui. Normalement, oui, c'est le même micro. Bonjour à tous. Je pense que je vais reprendre certains termes. En tout cas, je suis assez en accord avec ce que vous venez de dire. Antoine a parlé de Bristol, j'ai mes fiches. Romain a parlé de révolution. Effectivement, il y a une singularité dans cette révolution de l'IA qui appartient résolument au club très fermé des grandes révolutions de l'histoire. C'est son accélération inédite. Pour mesurer cette ampleur, je vais faire une petite démarche en entonnoir, comme Vincent l'a dit. Pour mesurer cette ampleur, un chiffre, 100 millions. Il a fallu 10 ans à Internet pour conquérir 100 millions d'utilisateurs. Il a fallu 6 ans au smartphone pour conquérir 100 millions d'utilisateurs. Il a fallu quelques petits mois à ChatGPT pour conquérir 100 millions d'utilisateurs. Donc il y a vraiment un aspect d'accélération qui est très important. Et le deuxième aspect, et ça c'est inédit aussi, c'est que cette technologie, l'IA, pour la première fois, cette révolution-là, met en place une technologie qui assiste, voire remplace en partie, des capacités humaines intellectuelles. L'analyse, la rédaction, parfois l'expertise. Donc ça, c'est quelque chose d'assez inédit. Donc on se retrouve en face de cet avènement. Et pour cette petite démarche en entonnoir, si je recontextualise par rapport au métier de commissaire-priseur, donc vous faites face, vous connaissez depuis récemment une double mutation. La première mutation, c'est Internet. Qu'a fait Internet pour vous ? Il a élargi la salle de vente. Il a repoussé les frontières physiques de votre activité. Que fait l'IA maintenant ? Qui accélère avec son analyse très rapide, etc., elle compresse le temps. Donc vous avez une double mutation sur 2 axes, l'espace hier, le temps aujourd'hui. Dans les 2 cas, le commissaire-priseur reste au centre. Donc la question, c'est plus est-ce que l'IA va venir dans notre métier, quand l'IA va venir dans notre métier, mais c'est plutôt quel commissaire-priseur je veux être dans ce monde où l'IA est déjà présente. C'est ça qui est important. Je reprends le terme de Romain. Maintenant je me pose en tant qu'éditeur de logiciels métiers, nous, effectivement, nous considérons que l'IA, c'est un compagnon, un coéquipier. Ça revient à ça, plus qu'un outil. Un coéquipier qui est effectivement plutôt intelligent, qui a beaucoup de choses en tête, qui est très disponible, il n'est pas assujetti aux 35 heures, etc. etc. Parmi les sujets sur lesquels on pense que l'IA peut apporter beaucoup de valeur. Alors je vais être très concret, Vincent m'a demandé d'être très concret, donc je vais citer des exemples très concrets. C'est l'assistance à la saisie. Vous le faites peut-être tous un peu, on a commencé à travailler dessus. C'est l'assistance à la saisie d'un lot.
lorsque vous proposez une photo à une IA générative, elle est en mesure de vous proposer un titre pour le lot, un descriptif pour le lot, une catégorisation automatique pour le lot. Elle peut aller plus loin, proposer matériaux, reconnaître la couleur, voire même déceler des signatures, des poinçons, des marques. Et donc ça aide beaucoup, ça permet de faire gagner des dizaines de minutes qui étaient passées précédemment et qui maintenant sont faites en quelques secondes. C'est un vrai changement d'échelle et surtout c'est un vrai changement d'échelle au service de la performance. C'est-à-dire qu'une belle description avec des bons mots-clés forcément va attirer beaucoup plus d'engagement puisque ça va déclencher des alertes par rapport aux internautes dans le cas des plateformes qui ont déposé des mots-clés, des alertes, et donc maximiser la performance, la visibilité et donc la possibilité de conversion et de positionnement sur ce lot. Ce n'est pas Philippe de Bouvet qui va me contredire. Alors pour être honnête, comme il n'est pas dans la salle, il ne pourra vraiment pas me contredire, mais il était d'accord pour que je cite cet exemple-là. Le 16 octobre dernier, il avait une vente de guitare. Et donc on a regardé ensemble les descriptifs et il y avait une guitare, une Fender, guitare basse, précision basse, année 1960, couleur bois naturel et marron, reverni dans un étui rigide. On a fait jouer l'IA, on a rajouté quelques éléments complémentaires, donc je lis parce que je ne les connais pas par cœur. Modèle mythique créé en 1951 par Leo Fender, tout le monde connaît, première basse électrique de l'histoire moderne, modèle utilisé par Roger Waters, Pink Floyd, je suis fan de Pink Floyd. Ou Sting, la précision basse est un monument de la musique contemporaine. Si moi qui gratte un tout petit peu et qui suis fan de Pink Floyd, j'ai mis une alerte sur Pink Floyd, je vais recevoir cette notification sur ce lot-là. Si j'avais mis que guitare, peut-être aussi, mais parmi un nombre de lots important. Donc ça montre qu'en enrichissant le contenu, on va avoir une meilleure performance. De fait, après 15 jours, les chiffres sont réels, il y avait 350 000 alertes qui avaient été déclenchées sur sa vente. 48 heures après cette amélioration, il y avait entre 10 et 20% d'ordres d'achat secret déposés, d'alertes, de visiteurs uniques et de mise en favoris. Donc en très peu de temps. Donc finalement, l'IA n'a pas changé le lot, elle l'a enrichi et surtout, elle a révélé le potentiel du lot qui était déjà existant. Deuxième exemple, encore concret, c'est l'aide à l'estimation, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Évidemment, tous les jours, vous avez des personnes qui viennent vous voir. J'ai vu qu'avec Google Lens, ça me faisait telle estimation, etc., etc., etc. J'imagine que vous faites preuve de beaucoup de pédagogie qui vous permet de montrer à votre interlocuteur qu'évidemment, Google Lens n'est pas la panacée. Exemple suivant concret d'une photo que je propose à l'IA et qui me dit très justement qu'il s'agit d'une bague en or gris ornée d'un diamant. Estimation de l'IA entre 1500 et 2500. On fait tourner un modèle au sein de la base d'adjudication d'interenchères. Je rejoins ce qu'a dit Antoine tout à l'heure. Et l'IA plus la BA, c'est son petit nom, donne une estimation entre 700 € et 1000 €. J'avais évidemment retiré ce lot de la BA pour que ça ne perturbe pas l'étude. Donc, plus modeste. Je suis allé regarder le lot qui avait une estimation par le commissaire-priseur entre 600 et 800. Donc ça montre bien que l'IA plus la BA, c'est-à-dire la valeur réelle finalement adjugée des lots et donc votre expertise mise en jeu, est plus forte que l'IA toute seule. Finalement, l'IA, c'est un peu comme un expert. Plus elle voit de l'eau, plus elle devient bonne. Et si elle a un grand musée d'apprentissage comme la base d'éducation d'interenchères, c'est encore mieux. Je reprends un exemple qu'a cité aussi Antoine, et je fais un petit clin d'œil à Jean-Pierre qui est au premier rang. C'est Niels Butner, qui est donc le spécialiste de Rubens, puisque Jean-Pierre a une belle œuvre à vendre dans une dizaine de jours. Pas de publicité, s'il vous plaît. Pardon. Pour Butner. Il disait, donc, cet expert de Rubens, que c'était un grand fan de l'IA et que c'était un instrument, il n'a pas dit outil, mais enfin il a dit quand même un instrument qui enrichit ma boîte à outils d'historien d'art. Et il rêverait que l'IA puisse comparer des milliers et des milliers d'images de l'eau du passé
pour commencer à faire des corrélations, à faire des études, etc. etc. Donc c'est vraiment passionnant. Troisième exemple, on est en plein dedans parce que c'est un peu l'actualité de votre profession, c'est la mise en conformité. C'est qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut aller détecter automatiquement s'il y a des insignes nazis, s'il y a des contenus sensibles. On peut même aller, je ne sais pas comment on le fait aujourd'hui, on ne le fait pas d'ailleurs, mais on pourrait le faire, et l'IA le permettra, d'aller flouter automatiquement et donc vous faire gagner du temps là aussi. Il y a des entreprises, toujours sur ce chapitre mise en conformité, des entreprises comme Winston Artory, qui aujourd'hui couplent l'IA et la blockchain pour travailler sur l'authenticité des œuvres, puisqu'elles permettent sur une sorte de registre des mouvements, ce n'est pas des actions, mais ce sont des actes de propriété, finalement la blockchain c'est ça, de coupler donc la blockchain et l'IA pour travailler sur l'authenticité et la traçabilité des œuvres. Quatrième sujet qui est assez trivial mais qui est important quand même, l'objet, il a de la visibilité parce qu'il est bien exposé, il est bien vendu. Et donc l'IA permet, il y a plein d'outils qui le font aujourd'hui, peut-être que vous les utilisez, qui permettent d'embellir l'objet. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'aller modifier l'objet parce que vous vous engagez sur ce que vous montrez de l'objet, mais par contre de embellir, d'avoir un écrin qui permet à l'objet de bien être mis en valeur et donc d'agir sur la qualité des visuels, c'est extrêmement important. Et enfin, peut-être cinquième exemple, toujours côté logiciel métier, c'est que l'IA pourrait vous aider, commissaire-priseur, à scénariser votre vente. On pourra imaginer des tris automatiques, des regroupements intelligents qui feraient que si vous avez une vente de vin, automatiquement, elle vous la classe par domaine et par millésime. Si vous avez une vente de bijoux par métal, pierre et couleur, si vous avez, ou par estimation, si vous avez une vente sur la mode, eh bien l'harmonie des pièces et des couleurs également, etc., etc. À vous de choisir un scénario qui vous plaise ou à vous de paramétrer différents types de scénarios pour essayer d'avoir votre vente prête. Voilà côté logiciel métier. Côté plateforme, Antoine en a pas mal parlé aussi, mais on pourrait imaginer côté utilisateur de mettre à disposition de l'internaute eh bien, un mode de dialogue, c'est-à-dire qu'il puisse interroger la plateforme en disant « Salut Interenchères, j'aimerais que tu me dises sur les ventes qui vont se dérouler dans les 15 prochains jours, s'il n'y a pas des lampes à poser, de designers italiens de 1960 à 1980 de préférence, en aluminium brossé de préférence, et si possible, parce que le transport est parfois un problème, à moins de 100 km de chez moi. » Et donc, ça change la relation de l'utilisateur par rapport à la plateforme et de son usage. Donc évidemment, il faudrait qu'il ait son bon résultat, mais on pourrait même derrière lui proposer des alertes, des mises en alerte automatiques sur des designers italiens. Pionti, Castiglioni, Tutti Quanti, etc. Donc c'est là où on devient encore plus performant. On a plus d'acuité, de précision dans ce qu'on peut faire grâce à l'IA. Là encore, au service de la performance. Presque comme si on passe d'une logique de moteur de recherche, on a parlé de Google tout à l'heure, à une logique de moteur de réponse, finalement. C'est ça un petit peu le paradigme de l'IA. Autre sujet, côté usager, de la même façon que j'ai dit que vous pouviez mieux mettre en valeur les lots grâce aux outils qui vous permettent d'agir sur les visuels, on pourrait imaginer que l'utilisateur final lui-même dispose d'outils, ils existent aussi déjà, qui permettent de contextualiser le lot qu'il a repéré sur la plateforme chez lui. On a Anne-Laure Constanza, qui est la présidente des tapis Tout le monde Beauchard, qui disait très récemment dans un podcast, depuis qu'on a mis en place cet outil qui permet à l'utilisateur de visualiser le tapis chez lui, les taux de conversion ont progressé de façon spectaculaire. Donc là encore,
Ce sont des outils qui permettent, et côté plateforme et côté utilisateur, d'aller plus loin, de maximiser la performance pour vous, pour la plateforme, mais également la recherche pour l'utilisateur. Enfin, côté paiement et conformité, parce qu'il peut y avoir des défauts de paiement, ça embête tout le monde, et conformité aussi, on peut imaginer, contrairement à la data, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, l'IA, c'est une forme d'augmentation. Ça va augmenter le commissaire-priseur dans un certain nombre de tâches. Ça augmente aussi la data. Donc, on pourrait imaginer, sur ce thème-là, d'avoir une IA qui aille déceler des comportements qui soient suspects et qui permettent de scorer, qui permettent de dire « Ah, là, il y a peut-être quelque chose, en fait ». Donc, ça peut être extrêmement utile de ce côté-là. J'allais dire sur cet aspect conformité, et même au-delà, à la fin du jour, comme disent les Anglais, c'est l'autorité et la responsabilité du commissaire-priseur qui fait foi. On ne va jamais déléguer à un algorithme la responsabilité juridique. Et ça, c'est important. Donc ça vous donne, vous, c'est vous qui avez le marteau. Pour peut-être partager la conviction qu'on a chez Interenchères, on pense que l'IA, alors c'est pas une tête justement, c'est une boîte qui est immensément bien pleine. Elle peut en quelques secondes vous sortir les résultats de beaucoup de ventes, faire des corrélations, faire des traitements, elle peut comparer, elle peut traduire. Mais l'IA n'est pas encore, ou en tout cas on en est loin de là, une tête bien faite. Si aujourd'hui on doit mesurer la valeur d'un lot, estimer un lot, sa valeur, elle ne tient pas qu'à ses caractéristiques physiques sur une photo. Elle tient bien évidemment, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais je le dis quand même, elle tient évidemment à son histoire, elle tient aux échanges que vous avez avec le vendeur, elle tient à sa rareté dans une collection, elle tient à l'émotion qu'elle suscite, elle tient peut-être même aussi à la tension qui traverse la salle pendant la vente. Donc il y a tout un ensemble de facteurs qui font, je vais prendre un exemple très simple, hein. Le sac Birkin qui s'est vendu à 8,6 millions chez Sotheby's l'été dernier, si il n'y avait pas cette histoire, s'il n'y avait pas le JB qui était gravé, s'il n'y avait pas la marque des stickers et le fait que l'on sache que c'était le premier prototype, il serait parti à quelques milliers d'euros comme la plupart de ses congénères. Donc, on voit bien qu'il y a autre chose au-delà de l'analyse des caractéristiques physiques du lot. Et donc, l'IA, elle pourra ingurgiter tous les catalogues du monde. Elle n'a jamais tenu un marteau, l'IA. Nous, chez Interenchères et 3Pays, notre mission, c'est de proposer les meilleurs outils pour accompagner votre activité, mais aussi pour vous accompagner dans la prise en main de cette technologie qui est l'IA, au service de votre expertise et pas l'inverse. Je suis convaincu que quelqu'un de bon deviendra meilleur grâce à l'IA, mais quelqu'un de mauvais, un mauvais professionnel, ne deviendra pas bon grâce à l'IA. Voilà, donc c'est précisément la raison pour laquelle je pense que le commissaire-priseur est indispensable et profondément humain. Merci Frédéric. Alors maintenant, je passe la parole à Grégoire, qui va être encore plus concret. Je vais essayer. Et qui va nous présenter son application. Oui, merci beaucoup, merci de me donner la parole. Pour commencer, comment est-ce que Start est né? L'IA, moi j'y suis arrivé un peu par curiosité, hein, comme tout le monde. C'est bon, merci. Ouais. Pas encore. J'y suis arrivé un peu par curiosité. Et puis un jour j'ai pris en photo un tableau et puis je lui ai demandé de se comporter comme un commissaire-priseur. Alors je ne sais pas si vous l'avez fait, moi j'ai trouvé ça vraiment bluffant, vraiment très impressionnant. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, il fallait trouver un moyen de l'intégrer dans notre métier, voilà, pour gagner du temps notamment. Parallèlement à ça, j'avais débuté une réflexion autour de l'inventaire. Voilà,
j'avais commencé à réfléchir à une application d'inventaire. L'inventaire, selon moi, c'est quelque chose d'essentiel, c'est une porte d'entrée dans notre métier, c'est le premier contact parfois avec un client et ses objets. Donc voilà, quelque chose d'essentiel, mais pour laquelle j'avais pas la bonne méthode, j'avais pas la bonne façon de, voilà, c'était pas très satisfaisant, quoi. Voilà. Et donc j'avais l'IA d'un côté, mes réflexions sur l'inventaire de l'autre. J'ai réuni les deux et c'est comme ça que Start est né. L'idée principale, c'est de réaligner les moyens technologiques actuels avec les besoins de la profession. Voilà, donc c'est vraiment proposer un outil qui réponde aux besoins tout en mettant en place les moyens dont on dispose. Alors, comment est-ce que j'ai organisé ça ? En fait, j'ai identifié trois problèmes qui sont récurrents dans l'inventaire, selon moi du moins. La dispersion des sources, la rédaction des fiches et l'export de l'inventaire. Donc je vais vous présenter rapidement l'application. Alors j'aurais aimé vous le faire en direct, mais malheureusement je ne peux pas parce que il n'y a pas les moyens, on n'a pas les moyens techniques de le faire ici. Mais voilà, j'ai une petite vidéo que je vais vous présenter. Et donc je vais présenter l'application à travers ces problématiques et j'insisterai davantage évidemment sur l'intelligence artificielle. Alors je vais me lever parce que ça sera plus simple comme ça pour voir le... Je pense que j'ai plus besoin du micro. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Je repose le micro. Alors, le premier problème, la dispersion des supports. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tout simplement, alors je ne sais pas comment vous faites vos inventaires. Moi, je n'ai jamais eu la bonne méthode. J'avais les photos sur mon téléphone. J'avais mes fiches sur un ordinateur, parfois des notes griffonnées sur un carnet. Voilà, je passais de l'un à l'autre en permanence. Je passais autant de temps après à tout regrouper. Enfin voilà, c'était pas très confortable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Assez simplement, on a tout réuni dans une seule et même application, qui centralise toutes les données de l'inventaire. Ici, vous retrouvez dans votre compte tous vos inventaires. Dans chacun des inventaires, évidemment, tous vos lots, de manière très simple. Et dans chacun des lots, toutes les informations nécessaires à l'inventaire, bien évidemment. Description, dimension, estimation, localisation. Voilà. Donc, alors ça, c'était pour présenter l'application telle qu'elle a été conçue au départ et qui permet de répondre au problème de la dispersion des supports. Voilà. Donc on a une application maintenant qui centralise tout et qui est accessible partout accessoirement. Donc ça c'est une bonne chose aussi parce que voilà, vous l'avez depuis votre téléphone bien sûr, sur Internet, sur votre téléphone, sur votre ordinateur et sur votre tablette. Le deuxième problème, je passe au deuxième problème et c'est là que l'IA va intervenir, la rédaction des fiches. Donc effectivement, on a commencé, vous en avez parlé Frédéric. Là, de quoi je parle en fait du problème de saisie pure, de rédaction, parfois assez inconfortable. Moi, par exemple, je prends mon cas particulier, mais je suis gaucher et c'est très désagréable pour moi d'écrire sur un carnet. Pour moi et pour ceux qui me lisent derrière après d'ailleurs. Sur un ordinateur et un téléphone, il faut reconnaître que c'est pas forcément plus agréable non plus. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a intégré l'IA et c'est maintenant que je vais vous présenter comment elle fonctionne. Voilà. Donc vous ajoutez un lot, vous cliquez sur prendre une photo. Alors prendre une photo, récupérer un lot. Vous cliquez sur le bouton générer avec l'IA. Et donc en quelques secondes, alors pendant que l'IA réfléchit, vous pouvez compléter les dimensions. Et voilà, vous obtenez une description qui est conforme aux standards de la profession en quelques secondes. Voilà, donc l'IA a été promptée ici. Donc il y a un vrai travail qui a été fait sur l'IA en amont pour qu'elle génère une fiche qui soit conforme à ce que nous on propose dans les maisons de vente aux enchères.
Mais parfois, il faut reconnaître que la description est pas géniale. Enfin, il y a des problèmes. Donc, on a ajouté une deuxième tranche d'analyse IA que je vais vous montrer maintenant, qui s'appelle, avec le bouton affiner l'analyse. Voilà, vous cliquez sur le bouton. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, vous allez rentrer dans le cerveau de l'IA. Hein. Vous pouvez consulter les sources directement depuis l'application. Vous pouvez naviguer depuis l'application, consulter la page. Voilà, vérifier où l'information a été prise. Et si ça vous convient, vous utilisez la source. Et ce qui se passe, c'est que là, l'IA va régénérer une description en prenant en considération votre choix. Bon, en l'occurrence, ça va pas, là, ici, ça ne change pas grand-chose parce que la première description était bonne. Mais voilà, c'était pour vous présenter comment est-ce que l'IA fonctionnait. Donc, en 2 tranches. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, hein? En quelques secondes, on a généré une description conforme aux standards de la profession, tout en vérifiant les sources. Et on pense je pense en tout cas que c'est un véritable gain de temps. J'aimerais ici faire une petite parenthèse sur l'intelligence artificielle. Moi, je vois l'IA, on l'a beaucoup dit pendant cette intervention, comme un assistant, hein, voilà, qui fait un super boulot, un super travail, mais en fait derrière lequel il faut toujours repasser. Voilà. Donc l'IA va chercher des informations, il vous les propose, et derrière c'est toujours le commissaire-priseur qui doit intervenir, vérifier et au final valider. Hein. Donc vraiment c'est comme ça qu'on a conçu l'application. Et ça permet, selon moi, de nous concentrer, de nous recentrer sur notre travail, hein, vraiment sur ce qui fait notre valeur ajoutée, notamment pendant l'inventaire, le contact avec le client et tout simplement l'expertise. Voilà pour la parenthèse IA. Je voudrais juste terminer la présentation rapidement avec la troisième fonctionnalité, enfin le troisième problème, comment est-ce qu'il a été résolu. Je le rappelle, c'est l'export de l'inventaire. Donc là, je fais référence en fait au temps passé après l'inventaire, c'est-à-dire que moi je passais par exemple 1 heure chez un client, il fallait 2 heures derrière au bureau pour tout reprendre, tout regrouper, voilà. Donc ce temps-là aujourd'hui il peut être compressé pour gagner du temps, hein, tout simplement, encore une fois. Et comment est-ce qu'on fait? On a intégré un système. Comment ça marche? Elle veut pas démarrer la vidéo. Voilà. Donc vous cliquez sur le bouton exporter. Là par exemple, vous pouvez sélectionner un PDF. Vous rentrez le nom de votre client. Vous pouvez ajouter des filtres si vous le souhaitez. Vous cliquez sur le bouton générer un document et en quelques secondes, vous obtenez un PDF que vous pouvez envoyer directement à votre client, propre, lisible, voilà, et qui reprend évidemment tout votre inventaire et qui tient compte des filtres que vous avez mis. Voilà. Donc voilà pour l'export. Il y a autre chose évidemment aussi. On travaille aussi sur les Excel et les Word. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, créer des documents que vous pouvez importer directement dans vos logiciels métiers. Et voilà, je suis en contact avec certains logiciels, hein, dont Exev notamment, j'en vois d'autres, Keops, Inexa, pour trouver des solutions pour créer des passerelles encore plus directes, hein, entre cette solution-là et vos logiciels métiers. Donc voilà pour la présentation de l'application. Je voudrais juste préciser qu'il existe plusieurs façons, hein, d'utiliser l'application et que voilà, vous pouvez l'utiliser avec ou sans IA, seul ou même à plusieurs. Peut-on dicter? On peut dicter, bien sûr. Oui. Oui, c'est vrai que je ne me suis pas arrêté sur ce point-là, mais évidemment, l'application est largement utilisable sans intelligence artificielle aussi. Hein. C'est juste que je considère qu'elle nous fait gagner du temps. Et puis surtout, c'est accessoirement le sujet de notre table ronde, donc c'était intéressant d'en parler là. Et donc voilà, donc chacun peut se l'approprier, hein, et chacun doit se l'approprier pour une utilisation encore plus efficace. Vous m'avez entendu parler beaucoup de gains de temps.
on estime en fait que Start permet de diviser par 2 le temps consacré à un inventaire. Donc, ça peut représenter un vrai gain de temps et, pour vous et vos équipes. Si vous faites 10 heures d'inventaire par semaine, vous en passerez plus que 5. C'est une demi-journée, c'est pas négligeable. Et si je dois répondre à la question qu'on ne m'a pas posée d'ailleurs, mais de l'apport de l'IA dans Start, je pense que l'IA permet surtout de nous débarrasser en fait des tâches qui sont chronophages pour nous concentrer sur ce qui fait selon moi l'essence de notre métier, à savoir le contact humain, l'expertise et la vente. Voilà, donc voilà pour la présentation. J'en ai terminé avec cette présentation. Je vous laisse ici, mais vous pouvez accéder au site si vous le souhaitez pour en savoir plus. Et je peux répondre évidemment à toutes vos questions. Et combien ça coûte? Ah, bonne question, on va en parler. Alors, vous pourrez poser la question à Grégoire tout à l'heure. On va avancer. Alors, avant de vous passer le micro à la salle, je voudrais dire deux, trois choses. Alors, ce que j'ai retenu, je vais enfin pouvoir arrêter de faire des tâches réverbatives, chronophages, qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. C'est ça un peu les grands apports espérés de l'IA. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Romain peut-être ou... Oui, les tâches chronophages, évidemment, quand on dit travailler comme une machine, la dimension machine, on va pouvoir l'enlever. Et on va pouvoir effectivement confier ça à une IA qui va prendre le relais. Donc on va pouvoir se débarrasser de tout ça. Mais pour moi, à titre personnel, je trouve que c'est moins les tâches rébarbatives que l'IA libère, ou en tout cas m'ont libéré, que les tâches intellectuellement complexes, qui étaient peut-être... que je n'arrivais pas à adresser correctement. Et donc ça me donne plus d'ambition pour faire des choses que je n'osais pas faire avant. Parce que voilà, encore une fois, en faisant équipe avec ces modèles particulièrement intelligents, on arrive à résoudre des problèmes ou faire des analyses ou aller plus loin. Donc le rébarbatif, finalement, si je devais choisir entre continuer à faire des tâches rébarbatives et ne plus adresser des problèmes complexes, je préférerais faire des tâches rébarbatives. C'est juste pour essayer de mettre en perspective. Intéressant. J'ai constaté, enfin j'ai pris bonne note, que si on fait travailler l'IA avec des bases de données de qualité auxquelles elle a accès, elle est bien plus performante. Donc en conséquence, je m'aperçois qu'il faut protéger à tout prix nos bases de données, c'est-à-dire les bases de données de résultats. Et je m'adresse aux deux. Donc, je pense que toute la profession compte sur vous parce qu'on s'aperçoit que, avec l'IA, une des grandes valeurs ajoutées de notre profession, elle est dans nos bases de données que nous avons tous constituées au fur et à mesure de nos ventes et qui se trouvent aujourd'hui dans Atlas et dans. J'oublie toujours le nom. Le nom Atlas est. Focus. Chorus. Focus. Focus, je me rappelle jamais du nom. Focus et Atlas. Focus et Atlas. Donc je vous en prie, messieurs, protégez-les coûte que coûte contre le scrapping, les attaques. Alors c'est pas tout à fait vrai ou juste, si je peux me permettre, parce que les bases sont accessibles moyennant abonnement à l'extérieur. À l'extérieur. Si vous avez un abonnement à ArtPrice, si vous avez un abonnement... Non, je parlais nôtres, de celles de vos deux bases à vous. Ah, mais les bases de résultats. Les bases de résultats, oui. Oui, elles sont accessibles à l'extérieur moyennant un abonnement. Et pas Atlas. Non, en fait, aujourd'hui... La base interenchère, elle n'est pas accessible à l'extérieur. La base interenchère, non. La base, mais il y a beaucoup de résultats qui sont bien sûr, accessibles mais sur le aujourd'hui, marché. on s'aperçoit que si on va juste sur Internet sans mot de passe et sans accès restreint à des bases de données, on arrive à des résultats bien moins performants. Ça, c'est sûr. Alors, on observe quand même une opération de pillage continu de nos sites, de vos sites aussi. Sur vos propres sites, il y a énormément de résultats aussi, une grande profondeur quelquefois d'historique. Et ça, c'est constant.
des robots, mais c'est H24. Hein. On n'arrête pas de se faire piller de la data sur nos sites. Et, en plus, et non, Romain dit que c'est pas illégal. Donc ça n'est pas illégal de faire scraper, enfin de se faire piller si on est. Sauf il faut que ce soit, pour que ce soit illégal, à des fins commerciales. Si c'est une donnée publique. Hein. C'est une donnée publique. C'est les données d'Internet. Quand c'est public, ça peut être scrappé. Donc à vous de faire tout ce qu'il faut pour bloquer les scrappers. C'est un peu le chat à la souris. Mais la donnée publique en Europe, elle reste publique. Et donc si quelqu'un arrive à la scraper. C'est pas scraper un site, c'est une base. Hein. Oui, je parle bien d'un site. C'est pas tout à fait la même données chose. publiques, site web, etc. Voilà. Mais le scrapping en soi est interdit, non? Non. Non. Ok. Alors, y a-t-il des questions? Merci Vincent. Aujourd'hui, dans les problématiques d'insérer des inventaires dans Interenchères et ce genre de base de données, est-ce qu'il y a des API aujourd'hui qui, par exemple, en utilisant Start, on pourrait imaginer dans un deuxième temps d'avoir automatiquement une tâche récurrente pour tous les commissaires-priseurs qui ferait que ça vaille rentrer dans les bases de données de façon à ce que ce ne soit pas fait de façon manuelle, avec tout ce que ça implique en termes d'erreurs, de data saisie, etc., et de récurrence de travail. On peut répondre tous les deux, puisque Start a été cité, Interenchères aussi. En fait, il y a deux types d'interfaces dans ce que vous venez de citer. Il y a effectivement, mais je vais laisser Grégoire répondre peut-être, il l'a déjà dit d'ailleurs un peu, les interactions qu'il y a entre l'application Start et les logiciels métiers. Et ensuite, il y a les interactions qu'il y a entre les logiciels métiers et les plateformes, comme Interenchères ou comme Druo ou d'autres. Voilà. Donc nous, effectivement, nous travaillons actuellement à essayer de faire gagner du temps et aussi rendre la donnée la plus fiable possible, c'est-à-dire, comme vous le dites, sans ressaisie, aussi bien sur cet aspect entre le logiciel métier et Atlas Interenchères, mais également entre les éventuelles applications externes et le logiciel métier Keops. Pour revenir sur le problème des données qui sont consultables sur nos sites Internet, est-ce qu'on ne devrait pas, et en plus comme nos sites Internet pour la majorité, pour beaucoup c'est le site de Druo, limiter l'historique à 1 an par exemple, de manière à nous seuls, donc la base de Druo et Interenchères, conserver ces données? Alors malheureusement, c'est un travail les gens qui font ça, c'est un travail de scrapping continu. C'est vraiment. D'ailleurs, on se demande ce qu'ils en font tellement. Alors, on a des dispositifs pour limiter ça. On arrive à identifier des adresses et à identifier des robots qu'on arrive à stopper. On se rend bien compte qu'il y a un trafic qui est anormal certaines fois. Et comme c'est un travail pour ces gens-là, je sais pas ce qu'ils en font, qui est continu, ils fabriquent de l'historique. Donc des gens qui font ça depuis 5 ans, et ils ont plus que 5 ans d'historique parce qu'ils ont l'historique qui précède, mais en tout cas ils ont l'historique récent à chaque fois pendant 5 ans. Mais je vais être un petit peu, vous challenger un petit peu, mais je pense que ça c'est une course, c'est une guerre qui est perdue d'avance. Donc les IA vont tout apprendre, tout savoir. Elles savent déjà une quantité d'informations tellement extraordinaire, donc j'aime bien la métaphore de une tête bien pleine, pas forcément une tête bien faite. Donc je pense qu'il va falloir qu'on leur laisse la tête bien pleine. Et la question c'est, parce qu'elle est pour vous mais pour toutes les entreprises et tous les clients, votre métier, imaginons que demain on a une IA qui sache parfaitement identifier une œuvre, la caractériser, la décrire et l'estimer. Quel est votre métier? Qu'est-ce que vous allez faire du coup dans ce métier? Mais il y a évidemment une place pour vous, mais c'est peut-être ce travail d'anticipation en fait qu'il va falloir aujourd'hui travailler et comprendre en fait comment vous allez, comment votre métier va évoluer. Mais c'est vrai pour vous, c'est vrai pour ceux qui sont dans le retail, ceux qui sont dans la banque, ceux qui sont dans tous les domaines. Et il faut essayer peut-être parfois d'aller plutôt en accompagnant ces IA,
plutôt que de se dire je vais leur bloquer, je vais les bloquer. Non, ils vont passer à droite et à gauche. Et si ce n'est pas sur vos bases qu'ils vont apprendre, ce sera sur des bases ailleurs. Mais leur capacité d'apprentissage est tellement pharaonique qu'il vaut mieux essayer de plutôt voir comment on va les utiliser plutôt que les bloquer. C'est mon conseil. Donc en fait, notre métier, c'est la vente, c'est surtout le sourcing, c'est de trouver des clients. Là, c'est là notre valeur ajoutée première. C'est déjà, il faut y aller dans l'appartement pour faire l'inventaire. Des vendeurs, trouver des vendeurs. Y a-t-il une autre question? Pardon. Antoine. Excusez-moi. Je pensais à une solution. J'ai déjà vu sur le site d'une étude qui est peut-être dans la salle, des gens qui publient leurs résultats avec un petit peu d'obfuscation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une page comme sur les sites Drouot très souvent où on retrouve, 10 ans d'historique de vente avec les prix d'adjudication. Mais en revanche, il faut télécharger des PTF de manière un peu laborieuse. Ça permet de partager la data. Si vous avez des obligations de publicité sur les résultats des ventes, à ce moment-là, vous remplissez cette obligation en ayant ces fichiers-là. En revanche, si vous voulez mettre en avant certains résultats, ceux qui vous paraissent pertinents, ceux qui racontent votre expertise, et bien à ce moment-là, c'est à vous de faire une certaine curation et de choisir les lots que vous allez mettre en avant, ce qui ne vous empêche pas de mettre à disposition du public les résultats des ventes publiques. C'est juste à vous de trouver un moyen d'obfuscation qui fait que les moteurs passeront à côté, les robots. Pardon. Une autre question? Non? Bon, écoutez, merci infiniment. Je vais repasser la parole